Bonjour à tous et bienvenue dans ce 29e numéro d'Interaction consacré à Cuba, car oui, cela fait 10 ans que le leader Máximo a passé le témoin à son petit frère Raúl. Alors, quel bilan pour Cuba et quel avenir pour l'île alors que l'ère des Castro semble toucher à sa fin? Ce sont les questions qui vont nous animer aujourd'hui avec comme invité Patrick Bell, bonjour. Bonjour. Vous êtes grand reporter au Figaro, spécialiste chez nous pour l'Amérique centrale et l'Amérique latine. Et puis Michel Faure, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste, ancien correspondant de l'AFP et de Libération, et vous êtes auteur de ce livre « 100 questions sur Cuba » aux éditions Talendier. Un livre tout chaud puisqu'il sort de l'imprimerie, il a été publié il y a quelques semaines tout juste. Avant de vous parler du Cuba d'aujourd'hui et de celui de demain, la question Twitter que l'on vous propose depuis ce matin, considérez-vous aujourd'hui Cuba comme une dictature? Oui, non, vous avez encore jusqu'à la fin de l'émission pour voter et nous commenterons les résultats à la fin de cette émission avec vous, messieurs. Allez, on parle tout de suite du Cuba d'aujourd'hui. Peut-être un premier mot avec vous, Michel Faure, sur le bilan de Raúl. Est-ce qu'il y a eu finalement une différence entre l'ère Raúl et l'ère Fidel? Il n'y a pas eu de différence sur le point des droits de l'homme. Il y a eu quelques différences sur le point des réformes économiques. Et elles ont été, je dirais, peu efficaces. Ce qui est un peu dommage, mais la réalité, c'est que malgré tous ces efforts, la croissance économique est en baisse en 2016, sur les derniers chiffres qu'on a. Et alors qu'il y a eu une espèce de tentative d'ouverture à l'égard des investissements étrangers, qui pour l'instant n'ont pas donné grand-chose. Il y a quelques résultats, mais ils sont assez maigres. Et la triste réalité, c'est que c'est toujours l'exportation des médecins qui rapporte le plus d'argent dans l'économie cubaine et que finalement... Plus que le tourisme. Plus que le tourisme. Et que les investissements sont encore assez faibles. Patrick Bell, un mot sur le bilan économique. Je voulais vous montrer l'évolution du PIB en valeur depuis environ 2002 jusqu'à 2015, puisque ce sont les dernières valeurs connues de la Banque mondiale. Et on peut voir effectivement qu'aujourd'hui, le PIB de Cuba s'élève environ à 90 milliards de dollars. Et puis, il se situe entre celui de Puerto Rico et celui de la République dominicaine, comme vous pouvez le voir. Mais voilà, c'est une lente évolution entre 2002 et 2015. Il n'y a pas eu de boom finalement économique suite à l'arrivée de Raúl. Oui, là, les derniers chiffres, en 2016, Cuba est en récession. En 2017, il a une croissance de 1,6%. Ces chiffres sont assez difficiles c'est difficile à analyser et difficile. Leur crédibilité est un peu. Oui, il n'y a pas une INSEE cubaine qui fournit des chiffres fiables. C'est-à-dire qu'avec les deux monnaies, le cook et le coupe, la mesure du PIB est quand même un exercice difficile. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a quand même, depuis les réformes de Raúl, il y a eu 500 000 entreprises, micro-entreprises qui se sont créées, puisqu'il a ouvert au secteur privé 200 secteurs d'activité. Ça va de réparateurs de parapluies à réparateurs de rayons de bicyclette. C'est des micro-entreprises, mais qui ont permis à certains Cubains d'élever un peu leur niveau de vie, notamment pour ceux qui travaillent soit dans la restauration, soit en tout cas dans toutes les activités liées au tourisme. Donc il y a eu une libéralisation quand même du socialisme à la cubaine. Il y a eu une libération au niveau des micro-entreprises. Donc avec un effet quand même sur certaines familles, notamment ces 500 000 micro-entreprises, tous ne réussissent pas, mais forcément une amélioration de leurs revenus. Après, la majorité des Cubains vivent très difficilement. Ils sont toujours avec des produits subventionnés, avec la libreta, ce qu'on appelle, c'est-à-dire quelque chose qui permet d'avoir des produits de base à prix subventionné ou gratuit. Et l'économie qui avait dû décoller, c'est-à-dire que le modèle de Raúl, quand il a commencé ses réformes, c'était plutôt le Vietnam ou la Chine. Et bien sûr, on peut constater que non, l'économie n'a pas décollé. Alors, le régime estime que c'est parce que c'est à cause du blocus américain, ce qui n'est pas totalement faux, mais il n'y a pas que ça. On va en revenir aussi sur tout le côté diplomatique. Sur deux choses quand même. Michel Faure.
faut pas parler de blocus. Hein. C'est un embargo bilatéral avec les États-Unis qui n'a pas empêché Cuba de commercer avec notamment l'Europe, qui représente à peu près 60% de ses échanges, etc. Donc ce n'est pas un pays tellement isolé, c'est simplement un pays inadapté, à mon avis, au commerce. Voilà, et on va parler des partenaires économiques de l'île, l'Union européenne, parmi tant d'autres, et notamment aussi avec la Russie. Un point quand même encore sur la scène intérieure, mais sur les libertés individuelles, sur la société cubaine. On a un internaute qui nous disait sur le site du Figaro, « Cuba demeure une dictature où violence politique et délation prospèrent comme au premier jour ». Qu'est-ce que vous répondez à notre internaute? Oui, je crois que c'est exactement d'ailleurs le même vocabulaire qui est employé pour désigner les dissidents, c'est-à-dire des parasites, des traîtres à la patrie, etc. Sur le plan des droits de l'homme, il ne s'est absolument rien passé. Il y a même plutôt eu des aggravations en 2016 par rapport à 2015 en termes de détention arbitraire, etc. Donc fondamentalement, rien n'a vraiment changé sous Raoul. C'est ça qui est assez étrange, à mon avis. C'est parce qu'effectivement, il y a eu des effets d'annonce avec des réformes économiques. Ces réformes... Bon, le pays reste, l'économie du pays reste à 90% issue de l'État. C'est l'État qui fixe les prix, c'est l'État qui vous autorise à faire ou pas des investissements. Et c'est ce que vous me disiez juste avant l'émission, c'est que 90% des personnes qui travaillent à Cuba sont des fonctionnaires. À tous les gens qui sont hors de l'exemple des auto-entrepreneurs, qui ont également pas mal de limitations quand même sur la façon dont ils travaillent. Ils ne peuvent pas acheter des produits à l'étranger, ils ne peuvent pas faire pas mal d'actions qui seraient bonnes pour eux. Mais le reste, depuis les avocats aux balayeurs, aux employés de restaurants et même d'ailleurs des employés des entreprises étrangères qui investissent un peu à Cuba, sont embauchés par l'État cubain, rémunéré d'ailleurs par l'État cubain lui-même et non pas par les employeurs directs. Et donc c'est une économie qui reste totalement centralisée. Un mot maintenant sur la scène diplomatique, la scène extérieure, mais qui est étroitement liée à cette scène intérieure puisque l'île importe à peu près tout ce qu'elle consomme. Un mot là-dessus, en commençant par le Venezuela, Patrick Bell. La situation très compliquée du Venezuela, qui est en quasi-faillite, on pourrait le dire, complique-t-elle la situation cubaine? Oui, elle a un impact très, très important sur l'économie cubaine, dans la mesure où le Venezuela ne parvient même plus à exporter le pétrole qu'il avait prévu de donner à Cuba dans les accords qui avaient été signés entre Fidel et Chavez. Et n'arrive plus à aider l'île, ce qui fait que, évidemment, la récession de 2016, c'est le début vraiment de l'écroulement de l'économie vénézuélienne. Et il est probable d'ailleurs qu'à Cuba, les observateurs qui voyaient le Venezuela en train de s'écrouler, le rapprochement avec les États-Unis n'est pas forcément, peut être un peu lié à ça. C'est-à-dire que voyant que le Venezuela ne pouvait plus les appuyer, ils ont essayé de trouver des solutions et peut-être ce rapprochement avec les États-Unis qui ont permis de développer un peu plus le tourisme et donc d'avoir plus de rentrées. Quelques sanctions ? D'assouplir quelques sanctions, oui. Enfin, des sanctions, c'est surtout en fait assouplissement sur la possibilité de voyage, sur la possibilité de croisière de bateaux américains et aussi de vols, enfin l'ouverture sur des vols et des compagnies américaines qui peuvent atterrir maintenant à Cuba. On a d'ailleurs une question d'un internaute, Paul, un fidèle de l'émission, qui nous demande « Peut-on considérer que Cuba joue un rôle dans la répression vénézuélienne et le maintien au pouvoir de Maduro ?» Michel Faure, une réponse? La vérité, c'est que j'en sais rien. Et mon intuition, c'est que ça ne m'étonnerait pas tellement, mais j'en sais rien. Très bien. Et ben voilà pour une réponse courte à notre ami Paul. Parlons effectivement, vous l'avez déjà mentionné, du voisin américain. Il y a eu cette main tendue de Barack Obama, puis maintenant un bras de fer, on va dire, avec Donald Trump. On a entendu le président américain, le nouveau président américain, très offensif sur cette question. Écoutez-le. Effective immediately, I am canceling the last administration's completely one-sided deal with Cuba. The previous administrations
easing of restrictions on travel and trade does not help the Cuban people. They only enrich the Cuban regime. Michel Faure, un commentaire. Est-ce que cette annonce a été suivie des faits? Oui, mais je pense qu'elle est complètement contre-productive. En gros, c'est très bien de dire on ne veut pas donner d'argent à l'armée qui pourtant contrôle pratiquement toute l'industrie touristique et tout ce qui rapporte des devises à travers plusieurs sociétés. Et finalement, en interdisant, comme il le fait, de jouer le jeu du tourisme et de dire qu'il ne va uniquement permettre les voyages de groupe, et avec toujours un peu les contraintes habituelles des raisons pour lesquelles ce groupe voyage, etc. Et donc, il décourage les voyages individuels, sinon les interdit. Et ces groupes vont tomber bien sûr dans la main d'entreprises qui seront habilitées à recevoir des groupes, qui vont les loger dans des hôtels qui appartiennent à l'armée, qui vont les nourrir dans des restaurants qui appartiennent à l'armée. Mais vous parlez d'un discours contre-productif de Donald Trump. On l'a déjà vu plusieurs fois, un discours de Donald Trump être démenti par les faits ou par les actions de son administration. C'était le sens de ma question aussi, Patrick Bell. Est-ce que finalement, il y a un vrai changement diplomatique dans les faits entre l'administration Obama et l'administration Trump? Non. Pour vous, non? Non, ce discours, en fait, il faut savoir que le Cuba est une question de politique intérieure aux États-Unis. Et ce discours prononcé à Miami devant les dissidents, les réfugiés cubains, les gens qui vivent à Cuba. Oui, il était chaudement applaudi pour ce discours. Il était chaudement applaudi, mais à part le discours, qu'est-ce qu'il a fait? Rien, pratiquement rien, si ce n'est interdire les opérations avec les entreprises de l'armée, les entreprises touristiques. Mais sinon, il n'est pas revenu sur l'essentiel, c'est-à-dire il n'a pas mis fin en fait, au rapprochement diplomatique. Il n'a pas mis fin à ce qui avait beaucoup choqué d'ailleurs les dissidents, c'est-à-dire la fin de la loi pied mouillé, c'est-à-dire que quand un Cubain arrive sur les côtes américaines, s'il met un pied sur le sol, il est accueilli et il peut avoir une carte de séjour. S'il est arrêté en mer, il était remis à Cuba. Obama avait mis fin à cette loi, à la demande d'ailleurs de Castro. Et cette loi qui a beaucoup choqué les dissidents n'a pas été remise en cause. Plein de choses n'ont pas été remises en cause. Vraiment, c'est, à mon avis, un discours destiné purement aux Cubains qui vivent aux États-Unis et qui, sur ces seuls effets qu'il y a, comme le disait Michel Faure, a que des effets négatifs, notamment sur la population locale, etc. Alors un pays qui profite peut-être de cette opportunité diplomatique, c'est la Russie. Alors je voulais vous montrer 3 dates qui illustrent un retour, on pourrait dire, de la Russie qui a abreuvé le Cuba pendant au moins 30 ans, entre 1960 et 1989. Alors un tout petit souci technique qui m'empêche de le montrer, mais je vais vous le montrer dans quelques instants, où on peut voir qu'en fait en 2014, Poutine a effacé 90% de la dette cubaine, première décision d'impact. En 2017, il y a eu ensuite 1 milliard d'euros qui a été investi pour le transport ferroviaire cubain. Et puis encore en 2017, par une société russe. Et puis encore en 2017, il y a eu, pour la première fois depuis 25 ans, 250 000 tonnes de brut qui ont été livrées à Cuba et qui venaient de Russie. Comment vous interprétez cela? La politique horreur du vide. Donc il y avait un vide absolument béant pendant la période spéciale en période de paix. Il fallait absolument, c'était assez facile pour la Russie de reprendre un peu un pied dans un pays qui a toujours un intérêt stratégique quand même pour la Russie, surtout que la Russie de Poutine finalement garde quand même quelques souvenirs de l'Union soviétique dans sa pratique de la politique. Et donc naturellement, il est venu en aide à Cuba. Il a même aussi des projets sur tout ce qui est biotechnologie et énergie. Donc c'est un des nouveaux investisseurs maintenant à Cuba, mais il y a aussi la Chine qui s'est, alors elle précipitée encore beaucoup plus rapidement
en essayant de prendre, d'ailleurs, comme elle l'a fait dans beaucoup de pays où la perte de l'influence soviétique s'était fait sentir très brutalement, la Chine avait tout de suite récupéré beaucoup de choses. Et là, elle achète le cobalt cubain à prix d'amis et elle investit également dans Cuba. Mais est-ce qu'une intention aussi, l'intention russe n'est pas aussi tout simplement de réinvestir l'île pour retrouver un point d'appui tout proche des côtes américaines? Simplement pour embêter le vieil ami de la guerre froide d'autrefois? Peut-être, mais je pense que c'est aussi... Il faut rappeler que Cuba est quand même sur une situation géographique totalement stratégique dans la circulation des marchandises. De plus, il y a ce port de Mariel, un énorme port, une infrastructure qui vient d'être faite, construite à Cuba, et qui peut être utile au niveau du commerce international et avoir une grosse influence sur le commerce international. C'est peut-être que la Russie s'intéresse à ça aussi, et la Chine, ça sûrement. Et un dernier point sur le premier partenaire commercial de l'île, qui est aujourd'hui l'Union européenne. Alors ça peut surprendre, puisque voilà, certains pourraient estimer que c'est plutôt la Russie, plutôt la Chine ou la Corée du Nord. Alors les chiffres pour la Corée du Nord, c'est 9 millions d'euros d'échanges en 2016 et c'est 2,4 milliards d'euros pour l'Union européenne. Aujourd'hui, l'Europe accompagne Cuba complètement sans forcément lui faire trop de remarques sur la situation intérieure, par exemple. Alors, il y a eu une époque, avec notamment après les rafles de 2003 des 75 journalistes indépendants qui se sont retrouvés en prison, il y a eu une espèce de gel. Et après, la diplomatie espagnole, surtout, est revenue un petit peu pour essayer de renouer un contact, suivi ensuite par la diplomatie de l'Union européenne également, pour essayer de ne pas être finalement hors du coup le jour où il y aurait un changement politique à Cuba. Parce que finalement, l'hypothèse d'un changement politique à Cuba, moi, j'ai beaucoup de doutes à cet égard, mais néanmoins, il ne faut pas l'écarter complètement et donc être en bonne position pour ça. Alors, Hollande, par exemple, François Hollande a fait beaucoup de choses pour essayer de se placer justement bien il a également effacé la dette française, etc. Il a pas mal fait de choses. Il a investi, il a créé un fonds d'investissement avec Cuba. Donc oui, l'Europe ne veut pas laisser à la seule Russie ou à la seule Chine... Je vous soumets deux petites questions d'internautes, des commentaires aussi parfois. Nicolas qui nous dit « L'espérance de vie est supérieure à celle des États-Unis malgré l'embargo ». Commentaire. Et puis, la gestion de Cuba actuellement n'est-elle pas due au fait que depuis des années, le pays a été en quelque sorte coupé du monde? Ça rejoint ce que vous disiez au début de l'émission, blocus ou embargo, mais c'est vrai que la situation est aussi due à des sanctions extérieures, pas que à une mauvaise gestion intérieure. Patrick? Les faits, c'est-à-dire que sur l'histoire, qu'est-ce que c'est le castrisme? C'est jusqu'en 91 un pays qui est soutenu par l'URSS à bout de bras. 91, ce soutien disparaît, le pays s'écroule totalement. Il se redresse petit à petit et à ce moment-là, le Venezuela arrive et l'aide. C'est-à-dire qu'il retrouve un pays sur lequel s'appuyer. Ensuite, le Venezuela s'écroule. L'embargo, moi j'ai utilisé le mot blocus et vous m'avez repris, vous avez bien raison, parce qu'en fait, les autorités cubaines utilisent le mot blocus et les autorités états-uniennes utilisent le mot embargo. Voilà, c'est tout. Mais bien sûr qu'il a un effet, parce que le grand pays voisin, qui est à 150 km au nord, c'est les États-Unis. S'il y avait une ouverture, évidemment qu'il y aurait un effet de boost économique sur l'île, c'est sûr. Mais il n'y a pas que l'embargo qui peut expliquer la situation. C'est un pays, la fermeture de ce pays est quand même grave. Le fait d'être en dictature et une économie totalement administrée par l'État, sans efficacité, dirigée par l'armée. Enfin, l'économie est très mal gérée, c'est clair. Bon, voilà pour les réponses à nos internautes. Voilà pour le Cuba aussi d'aujourd'hui. Parlons de celui de demain et avec le rôle que prendra Raúl Castro, une fois qu'il aura quitté le pouvoir. Écoutez déjà ce qu'il disait l'année dernière lorsqu'il était réinvesti en tant que premier secrétaire du Parti communiste cubain. Agradezco el honor que significa haber sido elegido por segunda vez
primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, con la certeza de que mi misión principal es defender, preservar y continuar perfeccionando el socialismo cubano y no permitir jamás el retorno al capitalismo. Por inexorable ley de la vida, este 7º Congreso será el último dirigido por la generación histórica, la cual entregará a los pinos nuevos las banderas de la revolución y el socialismo. Une question, Michel Faure, est-ce que Raúl Castro va effectivement quitter le pouvoir? Déjà en avril, la présidence, mais on le voit, jusqu'à 2021, il sera encore, sauf accident bien entendu, premier secrétaire du Parti communiste cubain. Il aura un impact, il sera toujours dans l'ombre. Alors la Constitution donne un rôle dirigeant au Parti communiste. Raúl Castro a dit à plusieurs reprises que sans le Parti communiste, personne ne dirigerait vraiment Cuba. Et donc il a, bien sûr, il va, s'il reste, comme il veut, probablement va le faire, aussi longtemps qu'il le peut, mais en tout cas jusqu'en 21, secrétaire général du Parti communiste, il garde bien sûr une action, une position dirigeante sur le reste des institutions du pays. Alors oui, là les nouvelles générations viendront peut-être, mais fondamentalement, là, pour l'instant, il y a un souci chez Raúl Castro, à mon avis, c'est de surtout garder la même ligne, où on mélange réforme et contrôle politique sévère. Et donc, on va voir comment les choses vont se passer, mais à mon avis, elles ne se passeront pas très bien. Et donc, dans les prochaines semaines, les prochains mois, peut-être les prochaines années, ce sera la fin de l'ère Castro, qui avait commencé en 1959. Regardez la une du Figaro que je vous ai retrouvée, qui date du 2 janvier 1959, où on voit Batista abandonne le pouvoir à une junte militaire. Coup de théâtre à Cuba, nous disait alors le Figaro, qui coûtait 20 francs, 20 anciens francs, bien entendu. Et puis cette deuxième une, quelques jours plus tard, alors avec les quelques jours de retard, puisque cela s'est passé peut-être le 2 janvier, et puis le 5 janvier, cela parvenait à nos journaux, les troupes de Castro entrent à La Havane. Voilà pour ces deux unes. 60 ans tout de même de règne sans partage, Patrick Bell, sur l'île cubaine. Oui, et contrairement, le président du Conseil d'État va probablement changer le 19 avril, mais Castro restera un élément très important, Raúl, un élément très important en dirigeant le Parti communiste. D'autre part, dans la dynastie Castro, il y a quelques personnages, comme le colonel Alejandro Castro, et son père Raúl l'a nommé conseiller à la sécurité nationale. C'est Alejandro qui a participé aux négociations de rapprochement avec les États-Unis. Il a donc une position assez éminente. Et en plus, il a travaillé pendant plusieurs années dans la lutte anticorruption, ce qui veut dire qu'il doit avoir pas mal d'informations sur beaucoup de gens. Donc l'emprise du clan reste encore bien présente. Elle pourrait rester encore présente à travers Alejandro Castro, à travers également le général Luis Alberto Rodríguez, qui est son gendre et qui lui dirige Gaesa, l'entreprise militaire. Il n'est plus son gendre. Enfin, il était son gendre, mais... Il a été son gendre. Oui, ils sont proches, voilà. On peut le dire. Oui, ils sont restés proches. Qui dirige Gaesa, qui est la plus grosse entreprise militaire qui s'occupe de tout ce qui a trait au tourisme, c'est-à-dire les hôtels, les restaurants, les marinas, etc. Donc, ces deux personnages qui sont de la famille ou ex-famille, mais qui restent au pouvoir. Et lui reste au PC, donc... Voilà pour le côté aussi politique. Voyons maintenant ce qu'il reste à faire sur l'état de droit, sur les libertés individuelles, sur la liberté de la presse. Nous avons posé la question à Geneviève Garrigos, qui est responsable du programme Amérique à Amnesty International. On peut, et on espère qu'avec le nouveau président qui va succéder à Raúl Castro, on aura plus d'ouverture sur les droits, plus d'accès à Internet, plus de liberté d'expression, etc. Il faut bien constater une chose, c'est que le système aujourd'hui cubain
permet de tout contrôler. C'est-à-dire qu'au niveau de la Constitution elle-même, aussi au niveau du droit, il y a des articles qui permettent de poursuivre des personnes juste parce qu'elles ont soi-disant insulté ou auraient porté outrage. C'est le cas de El Sexto, qui avait été arrêté parce que juste il avait écrit sur un mur concernant Fidel Castro ses fouets, mais on voit aussi que les avocats sont payés par le gouvernement, les juges il n'y a pas de justice indépendante, il n'y a pas d'association indépendante, et cela retrouve aussi que ce soit les syndicats, où il y a un syndicat qui existe et les autres, eh bien, ils sont dans des situations illégales et en permanence menacés. C'est la même chose pour les médias, même si on voit ces dernières années qu'il y a eu l'extension de l'accès à Internet à travers l'île, eh bien, il y a une censure qui est toujours pratiquée par rapport aux journalistes. Voilà pour la liste non exhaustive de tout ce qu'il reste à faire pour tendre vers un état de droit et un pluralisme à Cuba. Qu'est-ce que vous pourriez rajouter, Michel Faure? Non, je pense que le peuple cubain est un peuple qui n'a pas de tradition démocratique, qui a toujours été sous la tutelle d'abord de la colonie espagnole, ensuite des États-Unis. Après ça, quand la République, la jeune République est venue, il y a eu quand même très vite deux dictateurs successifs avec Batista en finale, et après une longue période de 6 décennies d'une dictature personnelle et totalitaire. Donc, on est dans une génération maintenant qui va vivre cette succession, qui est une génération qui n'a pas connu Batista, qui n'a donc pas, comment dirais-je, le même sentiment de nécessité de soutenir un pays qui, par ailleurs, a fait circuler le dollar. Oui, le souffle de la Révolution s'estompe peut-être un peu. C'est la révérence à l'égard de la Révolution, à mon avis, s'est effritée. La peur, peut-être pas du tout. Au contraire, parce qu'on reste toujours avec les comités de défense de la Révolution dans chaque quartier, dans chaque même pâté de maison dans les villes, et on reste avec la peur de la délation et le climat de délation qui est encore présent sur l'île. Un internaute dans la même veine de ce que vous disiez il y a quelques minutes nous dit non seulement Raúl doit quitter le pouvoir du fait de son grand âge, mais ce sont surtout tous les membres du gouvernement et du parti unique qui doivent être virés pour que les Cubains retrouvent la liberté dont on les prive depuis près de 6 décennies. Voilà pour Jean-Marc qui est notre internaute. Un mot quand même sur Miguel Díaz-Canel qui est pressenti pour prendre la succession de Raúl. A-t-on une idée de la nature de cet homme, de son projet pour l'île, si jamais il parvient à la présidence en avril prochain? Alors s'il y parvient, ce qui n'est pas tout à fait sûr, c'est plutôt un homme qui a alors il a un premier avantage, il est né en 1960, c'est-à-dire que ça fait de lui une nouvelle génération, même s'il n'est pas tout à fait jeune, mais il n'a pas connu Batista. Et donc c'est un jeune militant du Parti communiste qui a une expérience bureaucratique assez grande, il a gouverné des provinces, il a été ministre de l'Éducation. Il est considéré comme relativement modéré, mais ça ne veut quand même pas dire grand-chose quand on est à l'intérieur du système. Enfin, bon, on peut lui faire le crédit que peut-être, éventuellement, il serait moins difficile sur les droits de l'homme que l'a été Raúl Castro. Et voilà, donc on verra s'il est... À mon avis, j'ai peur que ça soit un peu une continuité. Oui, on le montre pour rassurer tout le monde, mais qu'il y a peut-être même d'ailleurs le report du départ de Raúl Castro qui devait avoir lieu fin février, qui aura lieu en avril, démontre peut-être qu'il y a certaines tensions assez fortes. Zoé Valdés, dans Libération l'autre jour, faisait un texte après le dit suicide, j'ai aucune preuve pour dire que ce n'est pas un, de Fidelito, le fils de Fidel, et elle prétend qu'il a peut-être été assassiné. Donc il y a en ce moment, à mon avis, sans doute, de grandes tensions, et il y a beaucoup de gens qui aimeraient bien prendre le pouvoir aussi, j'imagine, au sein de la nomenclatura. Nous arrivons à la fin de cette émission, c'est le moment de répondre au sondage de nos internautes et de le commenter. Je rappelle la question, considérez-vous aujourd'hui Cuba comme une dictature? Eh bien, 48% de nos internautes considèrent que oui et 31% considèrent que non. Patrick Bell, un commentaire avant de nous dire au revoir. Je suis un peu surpris. 48% considèrent que c'est une dictature et non 31%. Non, parce que la question était, considérez-vous que c'est une dictature
ou bien un régime autoritaire, ou bien, vous voyez, ouais. il y a quand même une différence, c'est ce dont on parlait encore hier, entre la Corée du Nord et Cuba, par exemple. Oui. Alors, ce n'est pas la Corée du Nord du tout. Par contre, sur la répression, il y a eu un petit changement sur le côté répressif entre Fidel et Raoul. Fidel n'hésitait pas à mettre les gens en prison pendant des dizaines d'années. Raoul a changé un peu le mode de répression, où c'est plus des arrestations de quelques jours, c'est-à-dire des arrestations d'un mois, de 15 jours, etc. Mais une répression continuelle, mais sans des condamnations à très long terme, ce qui permet de subir moins de condamnations extérieures. Parce que quand on met un journaliste en prison pendant 10 ans, ça fait tâche. Alors que quand on prend 3-4 manifestants, qu'on les met une semaine en prison, qu'on les relâche, qu'on les reprend, qu'on les relâche, c'est beaucoup moins visible. Listes d'opposants en prison. Exactement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, quand on dit qu'il n'y a pas de liste d'opposants en prison, oui, c'est vrai, ils sont arrêtés de temps en temps, mis en garde à vue, etc. Voilà. Il a laissé mourir Orlando Zapata de sa grève de la faim, quand même. Hein. Ce n'est pas un enfant de cœur, il a d'une brutalité. Vous auriez probablement répondu oui, Michel Faure, à ce sondage. Tout à fait. Oui, tout à fait. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été notre invité. Je rappelle votre livre, Michel Faure, Cuba sans question, chez Talendier. Merci à vous, Patrick Bell, d'avoir été également à notre table. Merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Interaction.